CRECIB, c'est une association de chercheurs en civilisation britannique. Et l'AFGB, c'est l'association la plus ancienne d'amitié franco-britannique qui organise donc ces conférences et qui organise également des déjeuners, débats, des voyages culturels et quelques autres activités. Nous allons recevoir ce soir Alexandra McLennan, qui va nous parler de l'Irlande du Nord et de la Boundary Commission. Alexandra McLennan est maîtresse de conférences à l'université de Caen depuis 2004, 2005, 2004. Elle est spécialiste de l'histoire de l'Irlande au XXe siècle et plus particulièrement de la politique culturelle et d'histoire religieuse. Elle a publié il y a quelques années une histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours. Et elle publie prochainement une biographie du cardinal Owen McCann, cardinal catholique sud-africain, donc à paraître cette année en 2026. Voilà. Donc je lui laisse la parole. Merci Christophe. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vais parler plus fort, aussi promis. Fin 2025, un petit écho a été donné au centenaire de la Boundary Commission irlandaise, un petit écho médiatique, universitaire, commémoratif, y compris transfrontalier et transcommunautaire. Pourquoi cet intérêt? Pour une réunion qui a décidé d'une éventuelle évolution à la marge de la frontière irlandaise, peut-être un jour, une réunion dont rien n'était devenu, un non-événement. Mais c'est peut-être parce que cette commission est une petite fenêtre sur une expérience que nous allons nous y pencher ce soir, une expérience politique, l'expérience d'essayer d'organiser une entité politique naissante dont l'existence n'est pas légitime pour la majorité de l'île d'Irlande et dont les contours restent flous. Une entité politique naissante qui est, selon l'historien Joseph J. Lee, moins un lieu qu'un état d'esprit. Alors, pour comprendre l'importance historique de ce non-événement, qu'est la Boundary Commission, je vous propose tout d'abord de le situer dans l'histoire des relations entre les îles britanniques en parcourant quelques siècles d'un pas décidé, puis de nous arrêter sur la conception de la frontière dans les esprits et dans les faits, et enfin de faire un point sur la pensée de la frontière à la lumière de plusieurs événements de l'actualité. Alors, que se passe-t-il quand deux îles ne sont éloignées que de 12 miles, certes au niveau le plus étroit? Les premières traces de peuplement repérées vers 7000 avant notre ère désignent un peuple qui s'est installé de part et d'autre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse et la province de l'Ulster, au nord-est donc de l'île d'Irlande. L'île d'Irlande, résistante à toutes les colonisations, l'île d'Irlande jamais romanisée, jamais réformée et jamais totalement anglicisée. Plus tard, les Anglo-Normands ont commencé à s'installer sur la pointe nord-est de l'Ulster et autour de Dublin. Puis les Anglais ont tenté à plusieurs reprises, à partir de la Réforme, d'établir des colonies de peuplement appelées plantations et ont tracé des frontières entre ces colonies anglicisées, urbanisées et réformées et le reste de l'île gaélique, rurale et catholique. Notre histoire commence à proprement parler avec le projet d'ingénierie sociale de la plantation d'Ulster, qui voit arriver les hommes du roi Jacques Ier en 1607 pour confisquer les terres laissées par l'aristocratie gaélique partie en exil en Europe. C'est l'événement qu'on appelle The Flight of the Earls. Ce départ vint clore la guerre de 9 ans, entre 1594 et 1603, pendant laquelle les comtes gaéliques s'étaient affrontés au gouvernement anglais. En confisquant les terres des anciens comtes gaéliques, le roi Jacques voulait implanter l'anglicanisme en Irlande, l'Irlande quasi entièrement épargnée par les réformes, et aussi remplir les caisses du trésor. Ailleurs, les Lowlands écossais étaient surpeuplés et les Écossais sont aussi arrivés pour tenter de prospérer en Ulster.
Ils se sont installés dans les comtés les plus à l'est et les Anglais se sont implantés plus à l'intérieur. Mais tous les native Irish n'étaient pas partis en Europe avec les comtes et ceux qui restaient, les paysans, étaient asservis aux nouveaux maîtres anglais et écossais et ainsi les frontières commencent à se dessiner. Une rébellion en 1641 mène aux guerres confédérées et à un gouvernement alternatif appelé la Confédération irlandaise. Puis, à la suite de l'exécution du roi Charles Ier, le nouveau régime du Commonwealth cherche à mater la rébellion irlandaise, surtout que les Irlandais ont signé une alliance avec le catholique Charles II, proclamé roi d'Irlande dès 1649. Cromwell débarque en Irlande la même année et prend les villes côtières d'assaut avec une brutalité exceptionnelle. L'Irlande perd environ 20% de sa population dans les guerres et c'est 50 000 Irlandais qui sont vendus comme esclaves pour les colonies d'Amérique du Nord et des Caraïbes. En 1652, un Act of Settlement écarte les catholiques irlandais qui ont survécu et sont restés en Irlande de toute position d'influence politique ou commerciale. Le régime des lois pénales pérennise cette discrimination entre 1690 et 1829, même si ces lois ne sont pas implantées partout et à toute époque avec la même sévérité. À la fin du XVIIIe siècle, leur application est d'ailleurs relâchée avec une expérience parlementaire qui est tentée entre 1783 et 1800, qu'on appelle le Parlement de Grattan. En 1800, c'est l'acte d'union de la Grande-Bretagne et d'Irlande qui est signé sur la promesse de l'émancipation catholique et de la prospérité économique, hein, deux promesses qui se font attendre. Et cet acte d'union fait de l'Irlande une province du Royaume-Uni. Des rébellions ont lieu régulièrement à chaque génération pour tenter d'abroger l'Union. Puis survient la Grande Famine de 1845 à 1852 qui fait 1 million de morts et 1 million d'émigrés, dont ceux qui, aux États-Unis et des États-Unis, vont accompagner de leur soutien économique et logistique et de leur influence politique l'émergence d'un mouvement nationaliste révolutionnaire en Irlande. Celui-ci se développent clandestinement. Ils ont pour nom les Fenians, l'Irish Republican Brotherhood, tandis qu'un mouvement nationaliste parlementaire se développe en Irlande, c'est avec le Parti parlementaire irlandais, qui, lui, poursuit l'objectif du Home Rule pour l'Irlande, à savoir recouvrer l'autonomie législative qu'elle avait avant la colonisation britannique, retrouver son Parlement perdu à Dublin, tout en restant dans l'Empire britannique, réseau international qui offrait prospérité et sécurité. Quand le premier projet de loi sur le Home Rule est déposé en 1886, personne ne pensait sans doute qu'il mettrait 40 ans à entrer en vigueur, sauf peut-être certains habitants du nord-est de l'Irlande. Les unionistes d'Ulster, descendants de ceux qui sont arrivés au XVIIe siècle, pour eux, Home Rule is Rome Rule, et il est inconcevable qu'il soit gouverné par Dublin plutôt que Londres. Bien sûr, ils craignent d'être livrés à la vindicte des nationalistes qui ont déjà fait savoir qu'ils manifesteraient leur souvenir des préjudices historiques. Le Home Rule est rejeté de peu, de 30 voix, à la Chambre des communes en 1886, après un discours de Gladstone qui a expliqué pendant 3 heures que les Irlandais dirigés par Parnell seraient capables de s'administrer. C'est que les libéraux se divisent sur cette question et certains deviennent libéraux unionistes et rejoignent les conservateurs. Gladstone perd son poste, il revient au pouvoir en 1892 et en 1893, il soumet un deuxième Home Rule Bill qui, cette fois-ci, passe à la Chambre des communes après correction d'une grosse erreur de calcul et un débat qui tourne au pugilat, mais est rejeté à la Chambre des Lords à 419 voix contre 41. Gladstone en fait une affaire personnelle et il a rédigé ces deux projets de loi seul, ce que son parti lui reproche. Les conservateurs, quant à eux, soutiennent inconditionnellement les unionistes d'Ulster dans leur opposition au Home Rule. L'un de ces conservateurs est Lord Randolph Churchill, qui va faire un discours à Belfast au moment du deuxième Home Rule Bill et dit « Ulster will fight and Ulster will be right ». Son fils Winston, qui devient libéral et pro-Home Rule après avoir observé l'expérience d'autonomie législative concédée aux Afrikaners pendant la guerre des Boers, qu'il a vue comme journaliste. Donc Winston Churchill va à Belfast, il ira à Belfast en 1912 pour défendre le troisième Home Rule Bill dans la salle même où son père l'avait combattu en 1893.
La prospérité de Belfast au début du XXe siècle est un argument important pour la défense d'un traitement d'exception pour le nord-est de l'Irlande, plus proche de Liverpool que de Dublin comme grande ville économiquement puissante. Dublin apparaît comme une ville beaucoup plus provinciale. Le chantier naval Howland and Wolff tourne à plein régime. C'est l'époque de la construction du Titanic et d'autres paquebots d'envergure toujours plus grande. Belfast est dans le jeu de la compétition industrielle mondiale. 1905 voit la création de l'Ulster Unionist Council et de l'Ulster Unionist Party, qui est dirigé par Carson. Et il commence à poindre dans les esprits l'idée qu'il faut traiter à part cette partie de l'île qui est différente des autres. Et puis, en 1907, le décret téméraire du pape Pie X a fait obligation aux couples mixtes catholiques-protestants de se marier devant un prêtre catholique sous peine d'invalidité du mariage. Affolement général chez les protestants. Mais il serait simpliste de dire que tout l'Ulster était protestant urbain et unioniste. Des régions de l'Ulster sont essentiellement rurales et peuplées en majorité de catholiques. Le recensement de 1911 en Ulster donne 55% de protestants et 45% de catholiques. La province de l'Ulster n'a donc pas une forte majorité protestante. Seuls 6 comtés sur les 9 comtés que compte l'Ulster ont une majorité protestante. Grâce à une réforme de la Chambre des Lords en 1911, réduisant le pouvoir des Lords de donner leur veto sur certaines lois, le Home Rule Bill ne pourra plus être rejeté par les Lords et il ne pourra tout au plus qu'être reporté de 2 ans. Et donc, il est adopté en 1912. C'est pour ça que j'ai commencé mon livre en 1912. Le chef du parti unioniste, Edward Carson, annonce que si le Home Rule entre en vigueur, les protestants de la province d'Ulster doivent se préparer à s'administrer eux-mêmes. C'est le Solemn League and Covenant de 1912. Les unionistes d'Ulster créent leur force paramilitaire, l'Ulster Volunteer Force, UVF, en 1913. Le projet de loi continue d'être débattu au Parlement de Westminster. Des amendements sont proposés. Thomas Agar Robartes, un libéral, attire l'attention sur la coercion de Ulster et propose d'exclure 4 comtés à majorité unioniste du Home Rule. Et c'est la première fois, en 1913, au Parlement, c'est la première fois qu'est envisagée la partition. Mais lorsque le Home Rule doit entrer en vigueur en 1914, la guerre éclate et le roi George V décide de reporter son application sine die. On verra ça après la guerre. Sauf que Dublin, le soulèvement de Pâques 1916, organisé par des nationalistes infiltrés par l'Irish Republican Brotherhood formé aux États-Unis après la famine, ces nationalistes découragés par la voie parlementaire suivie par le Irish Parliamentary Party, la répression britannique qui a suivi le soulèvement de Pâques, le retour en Irlande des prisonniers de Pâques en décembre 1917, la fin de la guerre, la percée du Sinn Féin aux élections de 1918, le début des affrontements contre les forces britanniques en janvier 19, la création par le Sinn Féin d'institutions politiques irlandaises parallèles, Dáil Éireann, etc. Les relations anglo-irlandaises changent profondément après la guerre. Et le gouvernement britannique veut à présent hâter le moment de trouver une solution durable à l'Irish Question. Après 1918, en réalité, il n'y a plus d'opposition en Grande-Bretagne au Home Rule. En 1918, c'est une coalition libérale conservatrice qui est portée au pouvoir, dans laquelle les conservateurs ont le plus grand nombre de sièges. Le libéral Lloyd George, que vous voyez là, caricature, reste toutefois Premier ministre, mais l'approbation conservatrice à tout projet de loi de ce gouvernement est nécessaire à la survie de cette coalition. Le chef conservateur Andrew Bonar a toujours été très enclin à répondre aux demandes de l'Ulster. Là, sur le dessin, vous voyez une sorte de moustique qui s'appelle Irish Question, qui empêche Lloyd George de dormir. En septembre 1919, Lloyd George demande à un comité de travailler à un nouveau projet de Home Rule. Il nomme un de ses ministres, Walter Long, ancien secrétaire d'État aux colonies, leader unioniste ulstérien. Il lui demande de présider ce comité qui ne prévoit pas par ailleurs de représentation nationaliste. Ce Walter Long voulait que les 9 comtés de l'Ulster soient exclus du Home Rule.
Contre lui, James Craig, un parlementaire, qui demande que la nouvelle entité politique ne s'étende qu'aux 6 comtés à majorité unioniste, anticipant la difficulté pour les unionistes de gouverner les comtés de l'Ulster à majorité nationaliste. En février 1920, je ne vais pas vous faire toutes les années, mais bon, juste sur quelques étapes. En février 1920, Lloyd George dépose alors le 4e Home Rule Bill appelé Act to Provide for the Better Government of Ireland. La loi prévoit 2 parlements, Nord et Sud, fédérés par un Conseil d'Irlande de 40 membres élus par moitié par chaque parlement pour préparer la réunification future. À terme, à la majorité des voix, les 2 parlements pourraient décider de la création d'un parlement unique et ce serait la réunification. Mais les députés Sinn Féin s'abstiennent de siéger à Westminster et donc la loi, le 4e Home Rule Bill, est adoptée le 20 décembre 1920 sans qu'ils aient exprimé leur désaccord. Et l'historien Joseph J. Lee considère qu'à ce moment-là, par sa politique d'abstention, le Sinn Féin a sacrifié les catholiques des 6 comtés d'Ulster et surtout ceux des comtés de Fermanagh et Tyrone, où ils sont majoritaires, représentant 56,3 et 55,4% de la population. La nouvelle administration proposée, taillée aux dimensions de la majorité unioniste, a très peu de légitimité à tenir ces comtés, en effet, de Fermanagh et Tyrone. Et la population nationaliste est livrée à la merci des unionistes qui vont en faire des citoyens de seconde zone. L'IRA, l'Irish Republican Army, est très peu présente dans le Nord et elle est impuissante à protéger les catholiques des paramilitaires orangistes, des émeutes de Derry, aux expulsions de Belfast, des chantiers, du chantier naval et d'autres usines à l'été 1920. On commence à construire des murs séparant les insurgés, ces murs qu'on appelle des peace lines, et l'approche est la paix par la séparation. Le Parlement d'Irlande du Nord ouvre ses portes le 7 juin 1921. Seuls les unionistes y prennent leur siège. En même temps, à l'été 21, c'est le début des négociations à Londres pour tenter de mettre fin à la guerre d'indépendance qui fait rage depuis janvier 19. Pendant ces négociations, Lloyd George propose une Boundary Commission pour apparaître, ne pas sacrifier les intérêts des nationalistes d'Irlande du Nord, atténuer le choc de la partition et faire accepter le traité. Sur le moment, ça a bien fonctionné, car les chefs des signataires irlandais, Arthur Griffith et Michael Collins, ont été convaincus par les garanties britanniques et ont signé le traité, ce qui était le but escompté de Lloyd George, réputé rusé et fin diplomate. Le traité est signé à Londres le 6 décembre 1921 et est adopté au Parlement irlandais le 7 janvier 1922. Une partie du Sinn Féin, qui est le parti dominant au Parlement irlandais d'All Éireann, une partie du Sinn Féin suit De Valera et quitte la scène politique en désaccord avec le traité. Ils deviendront le Fianna Fáil en 1926. Le reste du Sinn Féin, le Sinn Féin pro-traité, deviendra Cumann Gael puis Fine Gael dans les années 30. Mais dès 1922, l'État libre d'Irlande est un État indépendant, tout en étant un dominion de l'Empire britannique. Il s'administre lui-même en son Parlement, et la frontière entre les 26 comtés et les 6 comtés du Nord devient une frontière entre les 2 États. Au début de l'année 1923, des barrières douanières sont érigées et la circulation humaine et marchande devient complexifiée et tendue. Reste un espoir pour les nationalistes du Nord comme du Sud, l'article 12 de ce fameux traité anglo-irlandais de 1921. Que dit cet article 12 ? Selon l'idée de Lloyd George, si le Parlement d'Irlande du Nord décide après un délai de réflexion d'1 mois de sortir de l'État libre et de rester dans le Royaume-Uni, ce qui n'a pas besoin d'1 mois pour décider, une commission frontalière doit alors être formée comprenant 3 personnes, vous avez le facsimilé à l'écran, comprenant 3 personnes, une nommée par le gouvernement de l'État libre d'Irlande, une nommée par le gouvernement de l'Irlande du Nord et une qui la présidera et sera nommée par le gouvernement britannique, qui devra déterminer, alors ça c'est voilà, le passage problématique, qui devra déterminer, selon les souhaits des habitants, en compatibilité avec les conditions économiques et géographiques,
so far as may be compatible with economic and geographic conditions, les frontières entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Irlande. Alors, formulation délibérément vague et donc problématique dans son interprétation. Qu'est-ce qui est le plus important, en effet, les souhaits des habitants ou les intérêts économiques et géographiques? La guerre civile qui oppose les partis pro- et anti-traités retarde la constitution de cette Boundary Commission, et c'est à la fin de la guerre civile, en mai 1923, que le gouverneur général de l'État libre d'Irlande, Tim Healy, un avocat nationaliste du comté de Cork, informe Londres que Dublin a nommé son commissaire. C'est Owen McNeill, catholique d'Ulster, donc plutôt bien placé, ministre de l'Éducation du gouvernement Cosgrave et fondateur des Irish Volunteers en 1913 en réponse aux Ulster Volunteers. Le gouvernement d'Irlande du Nord refuse pour le moment de nommer un commissaire, disant qu'il n'a pas été associé au traité et donc ne reconnaît pas cet article 12. Ce n'est qu'en février 24 que des discussions tripartites ont pu être menées à Londres, même si l'Irlande du Nord refuse toujours de nommer quelqu'un. Il faut alors amender le traité pour donner au gouvernement britannique la compétence de nommer un commissaire nord-irlandais. La Boundary Commission n'est formée qu'en octobre et se réunit à huis clos pendant l'année 1925. Les plus de 500 dépositions au North-Eastern Boundary Bureau ont montré aux membres de la Boundary Commission tous les inconvénients de la frontière et l'absurdité économique de la partition, ses effets dévastateurs sur des traditions commerciales remontant à la nuit des temps, dit un historien. Des journalistes étrangers viennent faire des reportages mettant en avant les arguments économiques forts pour abolir la partition. Les Boundary Commission Papers, qui sont consultables aux archives nationales britanniques, rassemblent tous ces documents et mentionnent des propriétés divisées par la frontière. Un exemple souvent cité est une maison dans le comté de Fermanagh où une famille de 4 protestants dorment dans l'État libre et prennent leur repas en Irlande du Nord. Et puis, cette frontière longue et sinueuse, dont Margaret Thatcher s'étonnera des kinks and wiggles quand elle en prendra connaissance, comporte pas moins de 180 points de passage, dont seulement 16 sont surveillés dans les années 30. Le président de la Boundary Commission est Richard Feetham, un juriste anglais resté en Afrique du Sud après la guerre des Boers, où il fit une carrière juridique qui le mena jusqu'à la Cour suprême. Selon ses lectures, l'article 12 subordonne les souhaits des habitants aux conditions économiques et géographiques qu'il voit comme étant plus importantes, comme considération première, dans la détermination d'un tracé définitif de la frontière. En octobre, la frontière termine son rapport qui suggère un nouveau tracé, lequel doit automatiquement devenir la nouvelle frontière irlandaise sans vote des parlements de Londres ou de Dublin. Personne ne sait rien, mais une fuite étonnamment précise du résultat de ce rapport, basé sur des révélations indiscrètes, plus ou moins volontaires, du président, du commissaire pour l'Irlande du Nord, paraît dans le très conservateur journal londonien Morning Post le 7 novembre 1925. C'est la commission. Donc, on apprend, la Commission recommande des transferts territoriaux relativement mineurs de part et d'autre de la frontière. L'État libre gagnerait plus de territoire qu'il n'en perdrait, gagnerait 31 000 habitants et en perdrait 7 000, mais l'État libre, en fait, s'attendait à un gain net de territoire et d'habitants et ne s'imaginait pas perdre quoi que ce soit. Or, la proposition de céder l'Est du Donegal au profit de l'Irlande du Nord ne passe pas. Owen McNeill, le commissaire irlandais, sous pression du Parlement irlandais, démissionne fin novembre, ce qui est interprété comme étant une validation de la véracité des fuites du Morning Post. Alors, le Premier ministre irlandais, W.T. Cosgrave, se rend à Downing Street. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Austin Chamberlain, insiste que Westminster avait toujours envisagé un transfert de territoire dans les deux sens, et il dit à Cosgrave de voir directement avec James Craig, le Premier ministre d'Irlande du Nord, ennemi du Home Rule et défenseur de l'exclusion des 6 comtés. Un accord tripartite entre le Premier ministre britannique Stanley Baldwin, James Craig et W.T. Cosgrave est signé le 3 décembre 1925.
Les trois gouvernements, en fait, décident de classer le rapport de la commission, qui sera classé jusqu'en 1969, et de confirmer l'état existant de la frontière, tel qu'il est prévu par le Government of Ireland Act de 1920. Il n'y aura donc pas de perte de territoire pour l'État libre. En contrepartie, l'Irlande accepte de payer des compensations financières au gouvernement britannique. Donc, fin de la, c'est la fin. Ils cessent de participer au remboursement de la dette britannique, mais ils doivent tout de même verser un dédommagement pour les propriétés britanniques endommagées, les big houses endommagées pendant les guerres récentes. Il n'y a plus de Council of Ireland, c'est cette réunion des deux parlements, mais les deux gouvernements s'accordent pour se rencontrer as and when necessary pour considérer des questions d'intérêt commun, ce qui ne se produira pas avant 1969. Cet accord a été soumis à la législation des parlements irlandais et britanniques. L'Ireland Act de 1925, donc loi britannique, révoque l'article 12 du traité et rend caduque de ce fait les articles suivants qui portent sur l'Irlande du Nord et sa frontière. L'État libre vote le Treaty Confirmation of Amending Agreement Act 1925, non sans désaccord sur le fait que l'État libre doive assumer le coût de la guerre d'indépendance. Le consentement irlandais signifie que l'État libre accepte définitivement la réalité de la partition. Les nationalistes d'Irlande du Nord se sentent trahis. Cosgrave les confie à la bonne volonté de leurs voisins unionistes et leur demande de servir de connecting link. Quant au Premier ministre britannique Stanley Baldwin, il souhaite the growth of neighborly feelings throughout Ireland. Et un historien conclut à la suite de ça, the Boundary Commission collapsed in chaos and acrimony. Les historiens voient ce jour-là comme celui où l'État libre d'Irlande a abdiqué sa responsabilité vis-à-vis des nationalistes du Nord, envers qui le nouveau régime unioniste est largement plus défavorable que le régime colonial de l'Union. Ce sont les grands perdants, en effet, de l'ambiguïté de l'article 12 du traité. Ils pensaient récupérer les comtés de Tyrone et Fermanagh, à majorité nationaliste. Une Irlande du Nord plus petite, à 4 comtés plutôt que 6, aurait pu survivre économiquement selon les critères de cet article 12. Elle n'avait pas besoin de ces deux comtés. L'historien Dermot Ferreter parle à ce moment-là de Dashed Dreams and Practical Compromises. Mais l'Irlande du Nord ne voulait pas sacrifier les unionistes qui s'y trouvaient. Et les unionistes étaient assez satisfaits de cet état de choses. Ils avaient un territoire à 2 tiers protestants, 1 tiers catholique, une garantie de stabilité, alors qu'avec 9 comtés et une proportion respectivement de, pas 2 tiers, 1 tiers, mais 55% et 45%, leur domination politique aurait été sans doute plus contestée. Les nationalistes, quant à eux, encouragés par les hommes politiques du Sinn Féin tels que Michael Collins, s'emploient secrètement à déstabiliser le nouvel État nord-irlandais et se mettent à boycotter les institutions nord-irlandaises. L'attitude des ministres irlandais est étonnante. Ils croyaient que le reste du monde s'émouverait de la frontière irlandaise, verrait le mal commis, l'injustice, l'outrage moral. Le Sinn Féin et tout le camp nationaliste n'avaient pas étudié la question dans les détails assez sérieusement et a été dans le déni trop longtemps. La politique vis-à-vis de l'Irlande du Nord a été beaucoup trop vague dès le départ. Il y a ce sentiment que they hadn't done their homework. Le Premier ministre Cosgrave avait déjà dit que son gouvernement, de toute façon, accepterait les conclusions de la Boundary Commission, quelles qu'elles soient. Il avait commencé à se mettre à distance du nationalisme du Nord pour ne pas mettre en péril la stabilité du nouvel État irlandais qui sortait tout de même de la guerre d'indépendance et de la guerre civile. Et il ne voulait pas risquer de souffler sur les braises encore vives de la guerre civile récente. Après la signature du traité de décembre 1925, Cosgrave dit que le gouvernement a gagné, que le gouvernement irlandais a gagné. Il a eu le chiffre qu'il voulait, c'est-à-dire huge zero, alors que ce n'était pas vrai du tout, parce que l'Irlande devait payer, devait toujours payer 15 millions de livres de dommages aux propriétés de la guerre d'indépendance, et puis aussi 5 millions par an de remboursement d'un grand emprunt d'État qui avait permis l'accès à la propriété en 1903, l'accès à la propriété
propriété terrienne pour les agriculteurs. La proportion de propriétaires terriens était passée entre 1870 et 1929 est passée de 3% à 97%. De Valera, donc en train de faire sa traversée du désert, le Sinn Féin anti-traité, se frotte les mains devant les embarras de ses adversaires politiques, et dès qu'il arrivera au pouvoir en 1932, il débarrassera l'Irlande de ses fardeaux économiques. Owen McNeill a œuvré seul dans la commission, sans consultation du gouvernement irlandais. Il connaissait bien l'Ulster puisqu'il en était originaire, mais il n'avait pas de formation juridique, à la différence de ses homologues. Qui plus est, ses fonctions de ministre de l'Éducation l'empêchaient de se consacrer à plein temps à cette tâche. Et un historien voit dans le choix de McNeill la plus grande erreur du gouvernement irlandais, car en plus de ses inconvénients, ce déficit de formation, McNeill was neither a politician nor a diplomat, but a scholar and something of a recluse whose working habits were ill adapted to normal routine. He was simply incapable of meeting the demands of a job which required steady application, mastery of concrete detail, and, above all, forceful advocacy. Côté britannique, beaucoup d'hommes politiques, dont Lloyd George, ne croyaient pas que la frontière était une bonne idée, craignant les conséquences économiques. Mais il gouvernait une coalition dominée par les conservateurs. Alors il joue sur le choix et sur le temps. Le conservatisme britannique se désulstérise après la fin de la Première Guerre mondiale. Autant les conservateurs avaient encouragé l'Ulster à l'intransigeance entre 1886 et 1914, autant maintenant ils reconnaissaient qu'il fallait céder sur le Home Rule et garder l'Empire. Et donc maintenant, ils demandaient à l'Ulster de leur collaboration dans la résolution de la question irlandaise. Au pouvoir, au moment de la Boundary Commission, ils affichent une volonté claire de ne pas porter préjudice aux unionistes, mais surtout, comme les libéraux, ils veulent en finir. Toujours est-il que, pendant ce temps, James Craig a réussi, Premier ministre d'Irlande du Nord, a réussi à préserver l'Irlande du Nord intacte, à céder, selon son slogan de campagne, « Not an inch ». Mais au-delà du sentimentalisme identitaire et de l'émotion historique, il y a la question économique. Au début des années 20, le Parlement de Westminster subventionne l'Irlande du Nord à hauteur de 80% de son produit intérieur brut. La Boundary Commission est un événement révélateur de l'état d'esprit des gouvernements britanniques et irlandais vis-à-vis de l'Irlande du Nord. Les Britanniques voient les choses de loin et sont pressés d'en finir. Les Irlandais sont idéalistes, comme le ministre des Affaires étrangères Frank Aiken, qui avait cru que les Américains allaient s'émouvoir du sort de cette petite île qui avait fondé la civilisation occidentale. Les dirigeants irlandais n'ont donc pas envisagé les détails et les conséquences concrètes de leurs décisions au moment des négociations de 1921. Sean McEntee, ministre Fianna Fáil de l'économie et catholique originaire de Belfast, est furieux et écrit une lettre à De Valera en 1938 dans laquelle il parle de la paresse du Fianna Fáil. Dans leur approche de l'Irlande du Nord, les premiers gouvernements Fianna Fáil sont vagues et assez vagues et naïfs. Et surtout, le traité issu de la commission frontalière permet de tirer un trait sous 7 ans d'affrontements armés de 1916 à 1923. L'année qui suit la commission frontalière, en 1926, Eamon de Valera forme son parti politique, le Fianna Fáil. Parvenant au pouvoir en 1932 et restant une grande partie du XXe siècle, il va s'employer à franchir l'état libre des contraintes économiques de la Boundary Commission. Et dans la constitution qu'il rédige en 1937, il affirme la souveraineté nationale insulaire. Et ne reconnaît pas la partition, mais juste la privation temporaire des 6 comtés du nord-est de l'île. Et à partir de là, les nationalistes du Sud ne vont pas parler d'Irlande du Nord, mais du Nord de l'Irlande du Nord. Donc on sait immédiatement à qui on a affaire dans les conversations quand les gens parlent du Nord. Le Nord, c'est loin, c'est un autre pays. L'État libre tente pendant ce temps-là de se construire sur un terrain miné, et tout le monde va détourner les yeux de la frontière qui représente maintenant un horizon lointain. Les effets de la frontière se font sentir toutefois de façon très concrète aux catholiques nationalistes qui vivent en Irlande du Nord. À ce moment de l'histoire, une fois que la vie institutionnelle en Irlande du Nord a pris son pli, on commence à utiliser les mots catholiques et protestants pour
pour désigner les communautés rivales. Et il est vrai que la propagande anticatholique, à l'occasion du gigantesque congrès eucharistique de Dublin en 1932, et plus tard les diatribes violemment anticatholiques du pasteur protestant et dirigeant unioniste Ian Paisley, qui a fondé son église, son parti politique et son journal, poussent à la lecture confessionnelle des relations communautaires. Toutefois, il est clair que l'affrontement n'a pas de dimension théologique, ni d'enjeu sotériologique, et on ne se préoccupe pas du salut des âmes, ni de la présence réelle dans les sacrements, mais bien de l'exercice du pouvoir sur un territoire. Là, à l'écran, vous voyez la photo et une citation tirée d'un petit reportage, un documentaire qui a été tourné par une équipe de prêtres en Irlande du Nord sur les conditions de vie des catholiques en Irlande du Nord en 1964. Et il est intéressant de... Alors ça se retrouve sur YouTube maintenant. Il y a toute une série de documentaires très, très précieux, d'une bonne valeur historique. Ce documentaire-là, en 64, a été censuré à la chaîne de service public irlandaise parce que c'était trop sensible. Et donc, n'a été diffusé qu'en 1989. Toujours est-il que pour entrer dans la fonction publique, un catholique doit prêter serment au roi, donc il boycotte. Certains employeurs sont fiers de dire qu'ils n'ont aucun catholique dans leur personnel. Ces tensions pour l'emploi s'expriment sur fond de crise économique, de l'entre-deux-guerres, d'essoufflement de la construction navale à Belfast. Et par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de réciprocité. Les protestants qui sont restés dans l'État libre continuent de vivre leur vie comme avant et ont gardé leur métier et leur place dans la vie publique. En Irlande du Nord, donc, il y a la discrimination dans la sécurité. La création de la police, les Royal Ulster Constabularies, créés en 1922, avait prévu un quota de catholiques d'un tiers, mais qui diminue, un sixième, un dixième. On a aussi la discrimination dans le logement, les maires unionistes qui refusent parfois par principe d'attribuer des logements sociaux aux familles catholiques, y compris dans des villes majoritairement catholiques comme Derry. J'utilise les mots catholique et nationaliste et protestant et unioniste de façon un peu interchangeable, mais même si j'ai dit que ce n'était pas il n'y avait pas d'enjeu théologique et que ce n'était pas une guerre de religion, néanmoins, la désignation de catholique et de protestant a l'avantage d'être précise, parce que ça correspond aux catégories du recensement. Donc voilà, on sait exactement à qui on a affaire où. Alors voilà, c'est uniquement pour cela que j'utilise le mot catholique et protestant dans ce contexte, avec cette mise en garde en tête. Étroitement liée à la discrimination dans le logement, la discrimination de la représentation politique, bien sûr, puisque on va évidemment jouer sur la taille des circonscriptions. Pour ne donner qu'un exemple, dans le comté de Fermanagh, un des deux comtés à majorité nationaliste, les circonscriptions sont tracées de sorte que 25 000 unionistes peuvent élire 17 conseillers, alors que 35 000 nationalistes ne peuvent en élire que 7. Et donc voilà, c'est ça un peu transposé partout. Ce sont donc les unionistes qui donnent la couleur et le ton de la vie en Irlande du Nord. La vie de tous est rythmée par les fêtes, la commémoration de victoires protestantes remontant à Guillaume d'Orange contre le roi Jacques II et ses alliés catholiques. L'expression de mentalité de siège est incontournable pour décrire cet état d'esprit qui caractérise cette région, pour reprendre la formule de l'historien J.J. Lee, que j'aime beaucoup et que j'ai cité en ouverture. La Seconde Guerre mondiale creuse encore le fossé. Là, la frontière devient fossé entre les deux entités politiques, puisque l'Irlande du Nord ne cesse de montrer sa loyauté vis-à-vis de Londres. Et c'est l'Irlande du Nord qui accueille les soldats américains. C'est là où ils se préparent à venir débarquer en Normandie, notamment. Alors, désolé pour le tropisme normand, mais voilà. Donc, l'Irlande du Nord s'est rapprochée de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis Churchill fait pression sur De Valera pour que De Valera sorte de la neutralité. L'Irlande l'État libre, qu'on appelle ERA à l'époque, était neutre, et De Valera Churchill appelle son homologue irlandais Devil ERA. Voilà. Donc,
Belfast est durement frappé pendant le Blitz, mais ses industries tournent à plein régime. Après la guerre, donc, Belfast, l'Irlande du Nord, entre dans l'État-providence, comme le reste du Royaume-Uni. Et les enfants vont accéder gratuitement à l'enseignement secondaire 20 ans avant alors, Éire devient République d'Irlande en 1949, donc 20 ans avant les Irlandais du Sud, les Irlandais du Nord accèdent à l'éducation secondaire. Deux vont en profiter, notamment deux prix Nobel. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature en 95, et John Hume, prix Nobel de la paix en 98, fondateur du parti SDLP, qui est un parti de centre-gauche qui, répudiant tout sectarisme, va devenir la plateforme politique des catholiques de la classe moyenne. Et c'est un artisan des accords de 98. Au sud, une nouvelle génération de dirigeants politiques, du sang neuf dans le Fianna Fáil, le parti de Eamon de Valera, Sean Lemass, qui est le nouvel impératif de modernisation économique, la préparation de l'Irlande à l'entrée à l'intégration de la CE. Son homologue nord-irlandais, Terence O'Neill, qui le fait venir en Irlande du Nord et qui l'accueille avec les mots « Bienvenue dans le Nord », qui a été salué comme étant un geste délicat diplomatiquement. Il n'a pas dit « Bienvenue en Irlande du Nord », il a dit « Bienvenue dans le Nord ». C'est la première fois qu'un chef de gouvernement irlandais monte à Belfast depuis 1922. Mais il fallait se parler, en effet, parce que l'IRA avait organisé une série de raids à la frontière pendant les années 50. Et voilà, alors on essaie pour préparer l'entrée dans la communauté européenne, on essaie d'abord de faire une zone Anglo-Irish Free Trade Agreement en 66, une zone de libre-échange, et d'abolir les frontières internes. Pas que les habitants frontaliers n'aient déjà essayé de contourner les obstacles, et puis sur cette frontière si poreuse où seuls 16 points sont surveillés sur 180, ça pouvait avoir des avantages d'avoir des grosses exploitations agricoles à cheval sur la frontière, notamment pour le commerce informel. L'historien Dermot Ferreter raconte qu'il avait vu récemment que sur ces grosses exploitations transfrontalières, on se sert des cochons pour faire des allers-retours. Et puis un jour, dans une carcasse de veau, on a trouvé 30 bouteilles de whisky. Jack Lynch, qui succède à Sean Lemass comme Premier ministre de l'Irlande en 66, l'année du cinquantenaire du soulèvement de Pâques 1916, Jack Lynch est connu pour avoir proposé une autre des phrases politiques les plus vagues de l'histoire des îles britanniques, « We will not stand by ». Apparemment, il n'a pas dit « idly », il a juste « We will not stand by ». Nous ne resterons pas les bras croisés à regarder le conflit en Irlande du Nord qui éclate en 69, qui va durer jusqu'en 1998. C'est 11 000 réfugiés qui traversent la frontière pour s'installer dans le sud. Alors, contre toutes les discriminations anti-catholiques, des mouvements de droits civiques vont se former, un mouvement porté par cette nouvelle génération qui a profité de l'enseignement secondaire gratuit et qui va arriver à l'université. Et donc voilà, ce sont les Battle of the Bogside en août 69, Bloody Sunday, donc à Derry, Bloody Sunday toujours à Derry le 30 janvier 72, et puis le Parlement de Belfast qui est suspendu et l'Irlande du Nord qui passe sous administration directe. Le Premier ministre britannique Edward Heath annonce un système de référendum régulier en Irlande du Nord à propos de la frontière. Et le premier référendum a lieu en 73. 98% des votants votent pour rester dans le Royaume-Uni, mais en fait, les catholiques n'ont pas participé. Voilà. Donc, il n'y aura plus néanmoins, c'était prévu tous les 7 ans, mais il n'y aura pas de référendum depuis 73. Et en réalité, même après avoir repris Belfast sous administration directe, les politiques britanniques continuent d'afficher la même distance cognitive, c'est mon concept, vis-à-vis de l'Irlande du Nord, les uns comme les autres d'ailleurs. Le Premier ministre travailliste Harold Wilson lâche un jour que tout dirigeant politique décidant de se confronter à la situation en Irlande du Nord ought to have his head examined. Côté conservateur, le Home Secretary Reginald Maudling aurait demandé, après sa première visite à Belfast, pitié, versez-moi un double scotch, what a bloody awful country. Margaret Thatcher, quant à elle, découvre l'Irlande du Nord avec une innocence teintée de sarcasme et réclame, au titre du précédent
cromwellien, un déplacement massif de la population, tout simplement un déplacement massif de la population nationaliste du nord vers le sud. Il est vrai que son intransigeance vis-à-vis des prisonniers politiques et des grévistes de la faim lui coûte la vie de son proche conseiller Harry Neave aux mains d'un groupe paramilitaire nationaliste en 79 et la sienne quasiment en 84 lors du congrès conservateur de Brighton. En 90, ce fut le 75e anniversaire de la Boundary Commission, mais il n'y a eu aucun commentaire dans la République. Les négociations de paix avaient commencé 2 ans auparavant dans la République, en Irlande du Nord, à Belfast. Et ce sont des photos que j'ai prises moi-même en octobre dernier de ce lieu. C'est le monastère de Clonard, dans un quartier stratégiquement situé. Je vous ai mis le Google Maps là. Clonard, c'est situé entre Falls Road et Shankill Road, donc entre le quartier nationaliste et le quartier unioniste. Et ça a été un lieu où des négociations secrètes ont eu lieu pendant 10 ans, orchestrées par un prêtre, Father Alec Reid, rédemptoriste. Donc, il se trouve que quand je suis allée, je me suis rendue sur ce lieu en octobre. Un prêtre m'a emmenée dans la pièce où Jerry Adams et John Hume se sont parlé. Et là où les négociations ont eu lieu. En 1998, les accords de paix stipulent que seules les populations de l'île d'Irlande pourront décider entre elles, donc sans Londres, d'exercer leur droit à l'autodétermination sur la base du consentement donné par le Nord et le Sud à la réunification. Les accords de paix organisent la collaboration transfrontalière et obligent le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, donc à Londres, le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, a organisé un vote sur la réunification irlandaise s'il lui paraît probable qu'une majorité de ses électeurs voterait en faveur. Mais comment il doit mesurer cette probabilité? Rien ne le précise. Un indicateur pourrait être l'évolution de la démographie. Vous avez les pourcentages là. On voit que ça, on a basculé maintenant. La proportion de catholiques est supérieure à la proportion de protestants, 45,7% à 43 contre 43,5%. Un exécutif bicéphale, au prorata des résultats électoraux, place en 98 à la tête du gouvernement un Premier ministre unioniste et un Premier ministre adjoint nationaliste. Et voilà, pour la première fois, là, à l'heure actuelle, la première ministre est du Sinn Féin. Donc, l'exécutif s'est inversé. Les accords du Vendredi Saint avaient cherché à invisibiliser la frontière et à mettre en place des centaines d'accords frontaliers, transfrontaliers. Je dis, bon, c'était d'autant plus facile que singularité irlandaise par rapport à d'autres pays traversés par une frontière. Certains domaines de la vie étaient restés structurés de manière insulaire, comme la religion, le sport et les syndicats, par exemple. Dans les années 80, une compagnie théâtrale, Field Day, avait eu pour projet de créer à Derry une école de théâtre pan-irlandaise autour des plus grands dramaturges et qui réunissent les différentes populations, ce qui était appelé la 5e province de l'imagination, comme l'ont écrit le philosophe Richard Carney, le moine bénédictin Mark Patrick Hademan, un espace culturel de réconciliation politique. L'apaisement sur le moment a été facilité par le contexte de prospérité économique. C'était les années du tigre celtique en Irlande et une médiation à forte visibilité internationale. L'humour qui commence à s'exprimer aussi montre un recul nouveau, une mise à distance. Témoin le vidéaste John Byrne qui, au début des années 2000, dans la mania des centres de médiation culturelle construits de manière controversée sur des sites naturels irlandais, avait imaginé un Border Interpretive Center dans un ancien poste de contrôle, avec une boutique de souvenirs qui vendrait parmi d'autres de la terre, de la frontière. Mais l'irénologie dit que la paix décrétée, la paix descendante ne prend pas durablement. La paix Ikea, vous voyez là, la paix Ikea entre Ian Paisley et Martin McGuinness, hein, leader unioniste, leader Sinn Féin, voilà, qui avaient ouvert ensemble le premier Ikea en Irlande du Nord en 2007. Après, il y a eu depuis une querelle des drapeaux. Il y a eu la querelle des drapeaux à Belfast en 2012 et 2013. L'Union Jack, on n'allait peut-être pas le faire flotter tout le temps, mais à certains moments. Chaque communauté revendique sa parité d'estime et le partage de l'espace symbolique.
Ainsi, Saint Patrick est représenté comme appartenant à tout le monde et pas uniquement aux catholiques, parce qu'il est effectivement arrivé sur l'île bien avant la Réforme. Parité d'estime linguistique aussi, les unionistes disent que l'Ulster Scots est une langue à part entière, comme le gaélique irlandais. En 2011, à Derry, le Peace Bridge est inauguré et aux murs qui séparent succèdent les ponts qui relient. En 2012, la reine d'Angleterre vient en visite et Martin McGuinness lui serre la main. Elle dit quelques mots en gaélique. En 2012 aussi, c'est l'ouverture du musée Titanic Belfast, ce musée de navires qui commémore le centenaire du naufrage et contextualise admirablement la construction avec une scénographie immersive. Enfin, j'y suis allée récemment, je recommande. Scénographie immersive et historiquement saturée dans le Belfast du début du XXe siècle. Et ce quartier du Titanic, c'est le nouveau Belfast, mais les chauffeurs de taxi vous diront que ça n'attire que les touristes, ce quartier, et qu'on serait bien en peine de tenir une conversation en Ulster Scots, et qu'il n'y a pas de littérature en Ulster Scots, et qu'au fond, Belfast, sous la surface, rien n'a changé des rivalités du passé. Ce qu'il faut, comme disent les irénologues de Belfast, comme Gladys Garniol de Queen's University Belfast, c'est transformer les conditions. La violence reste endémique, et ressurgit de manière sporadique en temps de crise économique. Et le Brexit, bien sûr, les conséquences du Brexit ont ramené l'attention sur la frontière. Pendant la campagne de vote sur le Brexit, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion au sujet de la frontière pendant la campagne. L'Irlande du Nord a voté à 56% pour rester dans l'Union européenne, reflet de l'amenuisement du poids électoral des unionistes. Voilà, donc Theresa May, Boris Johnson ont eu des idées différentes. Je passe un peu là-dessus. C'est le Windsor Framework signé entre Rishi Sunak et Ursula von der Leyen en 2023 qui a proposé la solution la plus viable, même si toujours contestée par les unionistes, un fléchage de couleurs différentes pour les biens qui restent en Irlande du Nord ou qui vont vers l'Union européenne. Et il n'y aura pas de frontière dure sur l'île. La frontière restera aussi invisible que celle qu'on traverse en voiture, c'est-à-dire qu'il n'y a que les ordinateurs de bord et les téléphones qui vous indiquent que vous avez changé de pays. Et la question qui est souvent la question qui est souvent posée aux spécialistes de l'Irlande dans le contexte des interminables négociations sur le Brexit était si le moment était venu de réunifier l'île, est-ce que ce ne serait pas la solution à tous les problèmes? Pour le Sinn Féin au nord comme au sud, oui, ça a toujours été le cas. Pour l'ensemble de la population, peut-être un jour, plutôt non, mais plutôt non pour maintenant, parce que si on leur pose la question pour la réunification à l'avenir, c'est pour l'ensemble de la population irlandaise depuis 2022, très récemment, c'est très nettement oui. À la question plus tard, les Irlandais du Sud répondent aussi oui, et de plus en plus clairement, de 49% à 64% ces dernières années. En Irlande du Nord, les jeunes votent aussi oui à la réunification future. Et la majorité politique est maintenant nationaliste, les catholiques sont majoritaires. Les conditions sont certainement plus favorables que jamais à la réunification. En Irlande du Nord, comme dans la République, on envisage de se préparer sérieusement avec une série de rapports publiés récemment sur l'avenir de l'Irlande entière, tout en sachant que le détricotage des relations institutionnelles entre les deux îles et entre les deux entités politiques insulaires est un processus dont la complexité ne doit pas être sous-estimée. Parce qu'il faut incorporer la minorité unioniste, ce ne sera pas sans difficulté non plus, mais ce n'est pas insurmontable avec de l'intelligence culturelle, ça c'est mon concept aussi, plus que celle montrée par la nouvelle présidente de l'Irlande, qui est une militante du tout gaélique et de l'unité, ce qui est difficile à tenir, et qui a dit récemment que l'anglais était la langue de la domination. Donc voilà, construire l'unité là-dessus ne va pas être facile. Mais avec de la préparation politique, avec plus de préparation que pour la frontière en 1921 et que le Brexit en 2016, si ce n'est pas pour demain, c'est peut-être pour 2030, sinon au cours de la prochaine décennie. Alors c'est une perspective que j'avais écartée jusqu'ici dans les interviews avec les médias, mais qui me paraît plus réaliste aujourd'hui. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une nouvelle maturité politique
Et je pense que c'est en partie grâce au travail des historiens lors de la décennie des commémorations qui s'est achevée, donc 2012, 2022 et la 2025. La décennie des commémorations s'est achevée avec la commémoration de la Boundary Commission. Donc aujourd'hui, ce soir, on clôt la décennie des commémorations. Et grâce à ces travaux, aux travaux des historiens, il semblerait que peut-être les politiques commencent à tirer des leçons de l'histoire. Merci beaucoup.